Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en Aiguille. Je suis Aymeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Laurent de Verlange dans cette émission. Laurent n'avait clairement pas un destin d'entrepreneur, mais une vision, une passion et une force de travail, ce qui lui a permis, de fil en aiguille, d'arriver à réaliser son rêve, devenir pisciculteur et dans le même temps, créer sa propre maison de caviar, Caviar de Neuvic. Pourquoi et comment, à 40 ans, on décide de repartir à zéro, en prenant ses risques ? Comment est-ce qu'on décide de se lancer dans un marché de niche ultra spécifique ? Des questions auxquelles Laurent m'a apporté des réponses concrètes à travers son histoire personnelle d'abord et son parcours ensuite. Vous allez l'entendre, son expérience pour Médecins sans frontières au Mozambique lui a fait comprendre une chose fondamentale à son sens. On peut créer de la vie en créant de l'emploi. Cette création de valeur économique est la meilleure émancipation pour les individus. Laurent vous en parlera mieux que moi. Caviar de Neuvic, c'est maintenant plus de 10 ans d'existence. Une présence dans plus de 20 pays et une boutique dans le cœur de Paris. Une discussion passionnante au cœur de son quotidien où j'espère vous allez entendre le plaisir que j'ai eu d'enregistrer et d'apprendre à ses côtés. Avant de laisser place à la discussion et de vous souhaiter une bonne écoute, si vous aimez cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire gratuitement en m'attribuant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonne écoute à vous. Bonjour Laurent, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ma première question, quand j'ai vu votre profil, quand je me suis renseigné sur vous, je me suis demandé, à l'époque, est-ce que vous étiez un bon élève ? Bonjour Aymeric et à tous les auditeurs qui nous écoutent. En fait, il faudrait décomposer les périodes de ma vie parce que j'ai été successivement plutôt un bon élève et d'autres fois plutôt un mauvais élève. Donc en fait, la réponse n'est pas si simple. J'ai été un bon élève dans les endroits où je me suis bien épanoui et j'ai été un mauvais élève dans les écoles où je me sentais pas à l'aise. Et donc j'ai fini dans un lycée agricole où j'étais très à l'aise et où j'étais plutôt très bon élève, même si j'étais pas très travailleur malheureusement. Et voilà, donc après en prépa, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire studieux parce que sinon ça sert à rien d'aller en prépa, mais pas plus que la moyenne non plus. Voilà. D'accord, donc vous avez fait des études d'ingénieur ? Mitigé. Oui, j'ai fait des études d'ingénieur, mais en passant par un cursus presque classique jusqu'à la seconde où je suis parti en lycée agricole. En réalité, à cette période-là, je voulais être vétérinaire. Et en passant par le lycée agricole, on gagnait une année de prépa. En fait, il y avait une prépa accélérée pour les vétos. Mais entre la seconde et la terminale, j'ai compris que je voulais pas être vétérinaire en me frottant au milieu des vétérinaires, justement. Même si j'ai beaucoup de respect pour eux et que j'admire ce qu'ils font et que j'ai beaucoup d'amis vétérinaires. Mais je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux faire. Et je voulais être pisciculteur. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de formation, donc j'ai continué. J'ai fait une prépa agro et puis une école qui s'appelle Oniris aujourd'hui, qui s'occupe principalement d'agroalimentaire. Donc en France. Alors qu'est-ce qui se passe 2 ans après que vous devenez ingénieur, vous partez pour Médecins sans frontières au Mozambique pendant plus d'1 an. Pourquoi ? Oui, alors en fait, d'abord j'ai fait un peu de marketing dans le sucre chez Sucre Union à Paris. Je crois qu'Aymeric, vous avez travaillé dans une société consoeur d'ailleurs à une époque. Exactement. Moi j'étais avenue de Team là chez Sucre Union. Et en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que à l'époque, dans ma société maison mère, Sucre Union, il a été décidé d'arrêter les nouveaux produits. Et moi, j'étais dans cette société-là pour créer des nouveaux produits. On avait créé un spray qui s'appelait Cuisifine, qui était de la lécithine de soja, pour tout poêler, rôtir sans adhérer. On avait lancé du riz cuisson 1 minute. On avait lancé plein de produits très innovants dans une filiale qui s'appelait Jeune Cuisine. Et le jour où les sucriers ont dit non, mais nous, c'est bon, on va faire autre chose, on va s'attaquer aux céréales, etc. Et finalement, cette diversification-là nous coûte trop cher. Tu peux rester, Laurent, mais tu gères juste les produits qui sont déjà lancés. Je me retrouvais plus trop dans mon boulot. Ça faisait que 2 ans que j'étais sorti de l'école. Je me suis dit, il est temps de vivre une expérience et une belle aventure. Voilà. Et j'ai toujours été quand même
un peu attiré par le bénévolat. J'avais toujours donné des heures pour Emmaüs, j'étais scout, j'avais toujours donné un petit peu de mon temps. Et pour moi, le rêve, le Graal, c'était vraiment Médecins sans frontières. Et c'est vrai que pour moi, c'était mon rêve, quoi. Et je me suis dit, bah, si je veux faire ce rêve-là, c'est maintenant. Par contre, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que de partir pour Médecins sans frontières que ce que je ne pensais au départ. Ah ouais? Pourquoi du coup? Eh ben en fait, parce que ça commence par un entretien rue Saint-Sabin, au siège de Médecins sans frontières, où on vous met tous dans une pièce, donc vous êtes nombreux parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir, et on vous montre un film qui est vomitif et qui est un moyen d'essayer de vous vraiment de vous écœurer, de vous dire voilà, attention, euh, tu crois que tu vas sauver le monde, mais en fait tu vas te heurter à des choses qui sont pas très agréables à regarder, à vivre. Et donc, ils essayent d'écrémer comme ça avec ce film. Et à l'issue du film, il y a des entretiens individuels avec les ressources humaines. Et puis ensuite, il y a tout un parcours, parce que si vous êtes médecin, à tous les coups, à la limite, quel que soit votre profil psychologique, vous partez parce qu'on en a besoin. Si vous êtes infirmière, il vaut mieux avoir fait une petite spécialisation dans les écoles maintenant qui travaillent sur l'humanitaire. Mais si vous êtes ni l'un ni l'autre, il y a très peu de place pour le reste. Et en fait, il y a que deux populations qui partent dans ces cas-là. Il y a les logisticiens, mais c'est un type qui est capable de démonter une Toyota avec les yeux bandés, quoi, et de la remonter. Moi, je serais capable à peu près de la démonter, mais pas toujours de la remonter. Et puis l'administrateur, donc là, le poste semblait fait pour moi, qui est le responsable administratif de terrain, qui gère la comptabilité, les ressources humaines, la sécurité, etc. Mais ces postes-là, il y en a seulement un à deux par an qui sont créés parce que c'est des postes qui sont confiés à des baroudeurs qui ont déjà fait plusieurs missions. Voilà. Et donc, ça a été assez long. Il y a eu un parcours. Mais encore une fois, quand on veut, eh ben, il faut se donner les moyens. Donc, j'ai fait les stages de logisticien de MSF. À l'époque, c'était à Lézignan-Corbière pour mieux comprendre, puisqu'on me proposait de les faire, donc je les ai fait, monter des tentes, démonter des voitures, monter des murs en briques, etc. Et puis après, j'ai réussi à rentrer en stage au siège de Médecins sans frontières. Donc ça veut dire qu'entre-temps, j'avais abandonné mon emploi, hein, et je Mhm. faisais mon départ pour MSF était devenu ma seule priorité. Et donc j'étais même stagiaire chez MSF où je vidais les poubelles des personnes. Je côtoyais tous ces gens qui sont très connus comme Emmanueli, Broman, etc. Et un jour, j'ai fini par faire le déménagement d'une chargée de mission qui changeait son appart. Et avec la petite voiturette, on avait une sorte de Piaggio 3 roues là. Donc le week-end, je l'ai aidé à déménager. Et peu de temps après, ça a payé. Elle m'a dit, Laurent, tu parles portugais? Je lui ai dit non. Tu parles espagnol quand même? Oui. Bon bah allez, c'est bon. Allez, tu pars au Mozambique. Donc, voilà. Mais ça m'a pris quand même 7 à 8 mois avant de concrétiser mon rêve quand même. Ouais, vous êtes accroché. Mais après, là, qu'on reste Exactement. Il un an au faut... Mozambique, qu'on revient d'une mission qui doit vraiment pas être simple, j'imagine, est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit? Parce que reprendre un travail, franchement, après cette expérience, ça doit pas être hyper facile. Mais est-ce que l'envie d'entreprendre était déjà là? Ça a été créé par la gestion sur place? Non, en fait, sur place, je me suis rendu compte, c'est qu'on créait de la vie en créant de l'emploi. Et donc, la mission de MSF, qui était de mettre des pansements sur des jambes de bois, enfin, distribuer gratuitement des médicaments ou d'essayer de soutenir des systèmes de santé qui étaient quand même exsangues, c'était très utile, pourquoi pas, mais qu'avant tout, il fallait créer de l'emploi. Et je l'ai vu dans les missions, parce que chaque fois que j'ouvrais une nouvelle mission, petit à petit, euh, mon centre, qui était la Zambésie, est devenu le théâtre de beaucoup de missions, parce que j'ai ouvert des missions, j'ai trouvé de l'argent et j'ouvrais des missions. Et chaque fois que j'embauchais des gens, je voyais l'économie qui redémarrait. Il y avait un tout petit village qui s'appelait Morumbala. J'étais le premier blanc, je pense, à revenir depuis la guerre, donc ça faisait 16 ans qu'il y avait personne qui avait mis les pieds. On a atterri dans ce village avec un petit avion, parce qu'on se déplaçait comme ça, il n'y avait pas de route, hein. Et on a été voir la population, discuter avec les gens. Bon, on est tombé sur des famines, enfin bon, on a réglé plein de problèmes. Mais quelques mois après, on a créé une mission, on a embauché 200 personnes. Eh bien, 6 à 8 mois après, il y avait un marché, il y avait plein d'artisans, la vie était revenue d'une façon assez incroyable, simplement en redonnant du travail aux gens. Et, euh, et donc, j'en ai gardé cette leçon. J'en ai tiré également beaucoup de leçons sur l'humanitaire, hein, sur le fait que
l'humanitaire, en dehors de Médecins sans frontières, c'est quand même un métier très professionnel, hein. Tout le reste des ONG sont des pros, et que je voulais pas faire ma vie comme professionnel de l'humanitaire, mais créer de l'emploi dans les pays en voie de développement. Et en fait, à l'époque, je me rappelle de mon état d'esprit, c'était de dire, si on avait créé une usine Coca-Cola au Mozambique, on aurait créé plus de richesses que de faire des centres de nutrition, des machins, etc., parce qu'on aurait créé de la valeur dans le pays. C'était ça mon état d'esprit à l'époque. Et Hmm. donc, quand je suis rentré, donc j'ai refusé de repartir parce qu'évidemment, quand on a fait une mission, que ça s'est bien passé, on vous propose de partir, y compris dans les autres ONG. Mais je me suis dit, je vais repartir, mais pour créer de l'emploi. Voilà. Et j'ai eu la chance, dans mes tout premiers entretiens, de tomber sur le groupe Compagnie Fruitière, qui avait des plantations au Cameroun, et qui ont trouvé que mon profil était intéressant pour aider le directeur général à implanter des relations durables dans le pays. Donc en fait, ça a été une de mes premières missions a été de créer quand même un hôpital de 129 lits qui s'appelle l'hôpital Saint-Jean du Mont-Coupé aujourd'hui, qui est un hôpital de référence. Il y a 12 médecins et c'est un très bel hôpital au Cameroun qui est géré aujourd'hui par l'Ordre de Malte. Mais donc c'est moi qui ai porté ce projet-là. Et puis il y avait d'autres projets, une mutuelle, la relance d'une activité d'export d'ananas, la relance d'une filière avicole également. Enfin voilà, il y a pas mal de projets d'ordre développement économique au sein d'une société privée. Et en fait, c'est ce que je voulais faire. Et là, on avait 6000 salariés et j'avais l'impression que ce qu'on faisait, c'était utile. Alors évidemment, tout ça, c'est très compliqué parce que vu de l'Europe, vous pouvez vous dire, le jeune de 25 ans avec son t-shirt qui part aider les gens au Mozambique, c'est beaucoup plus noble que l'expat qui a une république bananière avec des centaines, des milliers de salariés et qui exploite les gens. Mais en fait, en réalité, moi, je l'ai vécu dans ce sens-là, en fait, en me disant que la vraie richesse, c'était quand même de faire travailler les gens et de créer de la richesse dans ces pays-là, plutôt que de leur apporter gratuitement des médicaments, des systèmes de santé, etc. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé ma transition pour répondre à la question, Emmerich. C'est un peu long, Non, pardon. non, mais ça y répond très très bien. Avec grand plaisir justement d'échanger, c'est hyper intéressant. Mais là, vous êtes 2 ans, si je me trompe pas, dans la compagnie fruitière, et vous arrêtez. Vous décidez de lancer dans votre premier projet Domo Resto. C'était votre première Alors expérience en fait, ça entrepreneuriale. s'est pas tout à fait passé comme ça, Emmerich. Ouais, Il y a eu encore quelques. Je suis resté 2 ans au Cameroun, dans le bush, et c'était très 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 intéressant. Mais à l'époque, donc le président des plantations et le directeur général se sont un petit peu embrouillés avec nos actionnaires et ils ont décidé de partir faire de la concurrence à la compagnie fruitière. Et d'accord. ces deux personnes-là m'ont dit, bah, Laurent, si tu vas être notre bras armé, donc ils m'ont donné chacun un chèque qui était assez gros, parce qu'il y avait beaucoup de zéros, au moins 6 chacun. Et il m'a dit, tu déposes ça à la banque, tu crées une société, en France cette fois, hein, mais dont le projet est de créer des projets agro-industriels dans les pays en voie de développement. Voilà, c'était la feuille de route. Donc on n'avait rien, on n'avait pas de bureau, on n'avait pas de nom, on n'avait pas de société, mais j'avais quand même Le chèque. 7 zéros dans les mains que j'ai été déposé à la BNP, je me rappelle encore. Et puis après, bah, la première chose, à cette époque-là, la première chose, on embauchait une assistante. Il n'y avait pas encore Internet, hein. Les téléphones portables commençaient juste. Et puis on prenait des bureaux. Et puis on a commencé à examiner des projets. Donc d'abord, j'ai passé beaucoup de temps à Cuba pour monter un projet d'usine de pamplemousse qui n'a pas abouti. Donc comme quoi, des fois, le développement, bah, ça ne va pas au bout, hein. Mais c'était passionnant. J'ai adoré faire ces allers-retours à Cuba pendant une année. Et en même temps, on a monté également une plantation d'ananas en Côte d'Ivoire, à Tiasalé, qui fonctionne toujours, une belle plantation de 2000 hectares avec une usine de jus d'ananas. Et puis on est retourné faire de la banane au Cameroun. Donc voilà, mon retour en France était plus lié à ma direction, qui m'a demandé de continuer de faire ça pour leur compte, plutôt qu'une volonté personnelle. Et puis un jour, ça faisait quand même du coup pratiquement 6 ans que je travaillais pour ces gens-là. Et il y a un chasseur de tête qui est venu me voir pour me dire qu'il m'avait repéré, alors je sais plus sur quoi, comment ils avaient fait d'ailleurs, mais pour un poste de directeur financier. J'avais jamais été directeur financier de quoi que ce soit. Et c'était dans un groupe italien qui cherchait un directeur financier, donc basé à Marseille, pour diriger la filiale France Benelux de ce groupe qui faisait 1 milliard de francs. Alors les francs à l'époque, ça vous dit rien, hein, aujourd'hui.
Mais 1 milliard de francs, ça commençait à faire. Ça voulait dire qu'il y avait une équipe finance avec 12 personnes, des Hmm. usines, etc. Voilà, donc ça, j'ai passé encore 2 ans là-dedans à principalement restructurer et revendre les unités de production Toujours dans avant de l'agroalimentaire. passer à toujours dans l'agroalimentaire, mais avec le poste de directeur financier. Donc là, je passais mon temps quand même avec des banques, puisqu'on avait 20 banques au total, et avec donc italiennes et françaises, hein, et avec les commissaires aux comptes et les experts comptables. C'était vraiment mon quotidien. Et c'est là qu'en effet, j'ai eu ma première expérience de création d'entreprise. Et en Domo 2000, Resto. voilà, Domo Resto, ça doit être 2002, je pense, l'année de l'euro. Parce que je me rappelle, la première chose, c'est qu'il a fallu que je réfléchisse tout mon business plan en euros alors qu'il était en francs. Et j'ai lancé une première société qui était basée à Toulouse. Alors là, c'était juste pour des raisons personnelles, mais j'avais jamais choisi l'endroit où j'habitais, c'était toujours mon employeur. Et là, j'ai Mhm. dit, le sud-ouest, c'est là où je veux vivre, et je suis parti à Toulouse. Et j'ai créé Domo Resto, qui voulait dire simplement livraison de plats de restaurant à domicile, hein. Donc à l'époque, je peux vous dire, pour expliquer le concept, il fallait beaucoup de temps. À aujourd'hui, vous dites C'est Uber Eats, ça va beaucoup plus vite, ou c'est sûr. Deliveroo, et ça va beaucoup plus vite. Mais donc c'était un peu tôt pour l'époque. Et à peine plus d'un an après la création, j'avais déjà tiré les conclusions qu'il fallait que je trouve du boulot ailleurs, parce que Et ça comment vous payait le les surmontez, salariés, ça, mais justement? ça c'est assez compliqué, hein. Et en fait, c'est lié aussi à votre au niveau de vie en fait. Malheureusement, à l'époque, j'avais toujours eu enfin malheureusement, heureusement pour moi, mais j'avais toujours eu des très hauts niveaux de rémunération dans tous les postes que j'avais eus. En création d'entreprise, à l'époque, on avait un maintien des régimes de chômage pendant 2 ans. Et donc, j'étais au chômage très bien payé à l'époque. Il n'y avait pas de plafond en plus. Mais j'avais 2 ans pour réussir. Et au bout d'un an et demi, je payais 5 personnes. Mais vu le niveau de rémunération que j'avais à l'époque, encore une fois, il faut ramener les choses à leur contexte, ça me paraissait compliqué de continuer. En effet, j'aurais démarré beaucoup plus jeune, comme vous, Émeric, en sortant de l'école, que j'aurais pas eu une femme, un enfant et des besoins très importants avec un loyer très cher. Je me serais accroché et j'aurais peut-être créé le Deliveroo d'aujourd'hui ou revendu tout ça à Deliveroo ou à Uber Eats. Mais donc, moi, c'était simple. Je voyais mon échéance arriver. Quand j'ai vu qu'il me restait moins d'1 an d'ANPE, j'ai commencé à chercher du boulot. Et très vite, j'ai trouvé d'ailleurs du travail, en fait, sur un malentendu pratiquement. Mais du coup, après, je me suis occupé de la liquidation de l'entreprise et je suis reparti dans le salariat. Ouais, parce que là, justement, après, vous prenez un poste chez EY, dans le conseil, pendant 10 ans, dans le sud-ouest, Ouais, toujours, c'est ça. cette terre qui fait bon vivre. Et au bout de quasiment 10 ans, alors là, c'est là que je vais avoir 10 000 questions pour vous, vous décidez de créer Caviar de Neuvik. Ouais, alors, je vais revenir quand même un tout petit peu sur comment je suis parti de Domo Resto parce que je m'étais dit, il va falloir que je trouve du boulot. Mon CV commençait à être un peu décousu parce que Hmm. à l'époque encore, ça change un peu, mais les cabinets de recrutement étaient quand même encore là, les gens qui faisaient tout dans le monde du professionnel et en plus, ils aimaient bien quelque chose de construit dans votre CV. Moi, partir pour MSF, repartir ensuite au Cameroun, ça faisait un peu instable. Revenir en France, créer une boîte, être directeur financier. En plus, à chaque fois que j'avais des postes différents, c'était du marketing, de l'humanitaire, du développement économique, de la finance. Les mecs, ils comprenaient plus rien dans mon CV. Et j'étais un peu inquiet. Et du coup, j'ai vu passer un article de presse euh, qui parlait d'un un acronyme qui voulait dire Arise, A-R-I-S-E. Et je ne sais plus ce que ça voulait dire en anglais, mais c'était les premières lettres d'une phrase qui veut dire que chez Ernst Young, on n'était pas là pour faire de l'argent, mais pour que les collaborateurs s'épanouissent. Voilà, c'était le Hmm. début de la RSE peut-être, et c'était peut-être un Il y a conseil en 20 ans. RSE qui leur avait fait le truc, hein. Mais il n'empêche que ça m'a parlé de voir cet article-là, et j'ai cherché Ernst Young, et sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un bureau à Bordeaux, je me suis dit, tiens, c'est pas trop loin, j'avais même pas vu qu'il y en avait un à Toulouse en fait. J'ai envoyé ma candidature spontanée et il s'est trouvé que Ernst Young fusionnait avec Arthur Andersen, c'était une période un peu compliquée, et qu'ils avaient une première personne qui s'était occupée du développement commercial et marketing, mais
Ça n'avait pas fait l'affaire. Ils ne savaient pas trop par quel bout prendre le développement commercial de cette zone dans un métier réglementé en plus, parce qu'on fait du conseil. Ça va, ça tu peux en vendre. Mais de l'audit, c'est réglementé. Du droit, c'est réglementé. Et la transaction, c'est plus ouvert. Et donc, les 4 métiers d'Ernst Young à l'époque étaient assez réglementés. Et du coup, à l'entretien, je suis tombé encore une fois sur le cul parce que le gars que j'avais en face de moi, qui était un des associés, m'a dit, mais nous, on pense à vous pour diriger notre activité commerciale. Et alors, voilà, mon CV était déjà très décousu, mais alors là, Là, c'était ça fini. devenait n'importe quoi. C'était fini, c'était le seul truc que j'avais encore jamais fait. Alors et bien sûr, j'ai trouvé ça excellent parce que c'était un super challenge. Et je dois avouer que j'ai passé des années extraordinaires parce que c'est une entreprise fantastique avec vraiment des gens fantastiques, hein. J'ai rarement vu une boîte comme ça. Eurise, c'était peut-être un discours, mais c'est vraiment une entreprise fantastique qui s'appelle aujourd'hui EY. Elle a changé de nom. Et, euh, et oui, en effet, j'y suis resté pratiquement 10 ans, 9 ans au moins. Et je m'épanouissais vraiment. J'avais un excellent salaire et j'avais un très beau métier parce que mon métier était de connaître les entreprises du Sud-Ouest, de comprendre quand ils allaient passer des seuils où ils allaient avoir besoin de nous. Mais donc c'était plutôt des grosses entreprises. De proposer des services parce que l'idée dans la vente, surtout en métier réglementé, bah, c'est pas de vendre, mais c'est de rendre service. Voilà, c'est de rendre service au bon moment. Et me suis bien fait à ce métier de vendeur finalement. Bon, après, c'était habillé, c'était responsable du marketing. Mais c'était ça, il fallait vendre et ça m'a bien plu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à l'âge de 40 et quelques années, déjà, j'ai fait peut-être ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. La Et je me fameuse. suis retourné, la fameuse. Je pense qu'elle existe pour de vrai. Parce que quand même, on se dit, bon, il y a de moins en moins de choses devant moi et de plus en plus derrière. Et qu'aussi, chez Ernst Young, j'étais un peu dans une cage dorée, mais je pouvais plus tellement progresser. On m'a proposé 2, 3 fois, 2 fois d'aller à Paris pour m'occuper de la même fonction au niveau national, une fois à Lyon, et ça me plaisait vraiment pas. Donc je me disais, soit je reste dans ce poste-là, mais où quand même, je vais un peu Tourner en rond. pantoufler, c'était de belles pantoufles, hein, j'étais très bien. Mais soit il faut enfin que je vive mes rêves. Et autant l'humanitaire, on en a parlé, je l'avais vécu, autant le fait, mon rêve de pisciculteur, qui date de ma toute première adolescence, je l'avais pas vécu et je me suis dit, mais bon Dieu, Laurent, si tu veux faire quelque chose dans la vie, c'est être pisciculteur. Voilà. Bon, il se trouve qu'entre-temps, j'avais aussi divorcé et que du coup, j'étais prêt à repartir dans une aventure où je pouvais remettre à la fois tous les peu de moyens qui me restaient suite au divorce, Hmm. mais aussi toute mon énergie, y compris avoir une rémunération plus faible. Ce que j'avais pas pu faire à l'époque de Domo Resto. Là, j'avais moins de contraintes et j'étais prêt à le faire. Alors, comment on en arrive quand même au caviar à Bergerac, enfin à côté de Bergerac, à Neuvik? Pourquoi ici alors qu'il y a énormément d'idées de préconçues autour du produit, hein. On entend de tout autour du caviar. Oui, bien sûr, parce que c'est un produit très marqué, en France particulièrement, où on a un rapport à l'argent qui est compliqué. Donc forcément, ce qui est riche est compliqué, et même un peu tabou en France. Et donc, le caviar, c'est très connoté riche. En réalité, comment on en arrive là? Bah, tout simplement, la pisciculture, en France, c'est la truite, énormément, hein. En Aquitaine, 18 000 tonnes de truite, mais qui sont quand même très circoncis dans un groupe qui s'appelle Aqualand, qui est un groupe tout puissant et un très bel acteur. Et puis un peu le bar et la dorade. Et puis les surgeons, qui était une filière tout à fait naissante, puisque on était en train, dans les années 2000, et encore maintenant, on est en train de vivre un changement de paradigme entre l'esturgeon sauvage du XXe siècle et l'esturgeon d'élevage du XXIe siècle. Et cette période clé, charnière, avec aucune marque de producteur, à part Prunier, qui était quand même une marque de producteur, mais peu connu, m'a fait penser que ça valait le coup. Ça serait peut-être le secteur où je m'éclaterais le plus. Voilà. Et par ailleurs, j'aimais le caviar. Hein, je trouvais pas ça désagréable. Et, euh, et l'esturgeon est un poisson hyper attachant. C'est super intéressant parce qu'en plus, élever un esturgeon, c'est entre
C'est entre 7 et 10 ans qu'on va garder le même poisson. Ouais, ça va être ma C'est question beaucoup. justement. Parce que, d'après ce que j'avais cru lire quand je me suis renseigné, c'est qu'il faut à peu près 10 ans pour produire du caviar, sans certitude du résultat. Parce qu'on ne sait pas si l'esturgeon va être mâle ou C'est femelle. ça, Vous m'arrêtez si je dis une c'est ça. bêtise, hein. Mais c'est un peu Non, un coup de non. poker, non? Comment vivent vos proches à ce moment-là? Parce qu'il faut quand même se dire, on part sur un business de minimum 10 ans. Alors que vous Ouais, c'est changez vrai. tous les 4, 5, allez, 9 ans ou plus tard de poste. Là, vous partez sur 10 ans. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ouais. Alors, je vais vous dire que j'ai été très surpris des relations, des réactions des gens. En fait, on peut faire trois groupes. La famille, ma conjointe, ma compagne, et mes parties prenantes, mes associés et mes banques. Alors ma famille, je pensais que ce serait les premiers à sauter au plafond, à me dire oh Laurent, depuis que t'es tout petit, tu vas être pisciculteur. Ça a été les premiers, et ma mère en premier, qui comptait quand même beaucoup, son avis comptait beaucoup pour moi, c'est la première à me dire mais Laurent t'es fou, à se mettre à pleurer et se rouler par terre presque en disant mais ça va pas, t'as un poste en or, t'as vu ce que tu gagnes tous les mois, il y a des gens qui tueraient pour avoir ton métier et tu veux tout gâcher, tout remettre à plat, recommencer, ça t'a pas servi de leçon, enfin bon voilà. Donc hyper déçu des réactions de ma famille. Et vous venez d'une famille d'entrepreneurs ou pas du tout, Non, non, pas du de tout, base? plutôt de fonctionnaires. Et Mhm. enfin, mon père a été salarié, ma mère aussi, mais ses frères et sœurs, c'était beaucoup des fonctionnaires ou des personnes qui étaient en service. Donc assez loin déjà du D'accord. milieu agricole, ça c'est sûr, mais aussi de l'entrepreneuriat, c'est vrai aussi. Donc ma mère, elle était vraiment affolée, hein. Elle dit non, mais c'est pas vrai, à mon âge, tu me fais ça. Enfin bon, incroyable. J'ai cru que j'aurais mieux fait de ne pas appeler ce jour-là. Et, euh, et j'ai bien regretté de l'avoir fait. Ma compagne, bien sûr, qui avait été la première informée, puisqu'elle a vécu avec moi toute cet accouchement. Elle, bah, c'était plutôt attends, ta vie, il faut la vivre. Maintenant, c'est pas le moment de tourner en rond. Si tu as envie de faire un truc, fais-le. Et ce qui m'a le plus surpris, bon, en dehors de l'attitude de ma mère, mais ça a été des investisseurs, parce que bah, maintenant, les gens, ils sont sensibles, il suffit de regarder qui veut être mon associé. Et quand on veut créer une entreprise, on fait un business plan, on réfléchit, et puis on va rencontrer des investisseurs. Donc c'est ce que j'ai fait tout de suite, sans quitter mon emploi, hein. J'ai d'abord fait mon business plan et été voir des investisseurs alors que j'étais encore en poste. Et, euh, et j'ai reçu un accueil super favorable de gens qui me disaient, mais écoute, si tu veux, si c'est un vrai projet, si tu veux vivre tes rêves, eh ben nous, on t'accompagnera. Et c'est assez fou. Et d'ailleurs, c'est toujours pareil dans qui veut être mon associé. Mais quand les gens sont là pour montrer un projet qui est un vrai projet de vie, dans lequel ils sont prêts à s'investir 200% de leur temps, eh ben, il y a des gens qui ont de l'argent qui sont prêts à les aider. Et j'ai été hyper surpris parce que ça a été unanime. Dès que j'ai présenté mon dossier, tout le monde, bah oui, tiens, moi, ok, je mets 500 000 euros. Alors bon, c'est à peu près comme qui va être mon associé. Donc j'ai trouvé quatre personnes qui ont mis 500 000 euros chacun quand même. Parce Ouais, qu'il c'est un budget. ouais, parce qu'il fallait quand même un peu d'argent pour démarrer. Et, et c'est comme ça que j'ai du coup constitué la société et donc donné ma démission. Et le jour où la société a fait son premier comité stratégique, c'était le jour où j'avais quitté Ernst Young, mon premier jour à l'extérieur de la société. D'accord. Et à ce moment-là, quelle est votre vision? Parce que là, on part sur 10 ans. Oui, alors ma vision à l'époque, c'était de créer le meilleur caviar du monde avec le moindre impact sur l'environnement. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'avais mis dans mon business plan, la première page. Je me rappelle encore la forme, le dessin qu'il y avait. J'avais mis ça, créer, pas le meilleur caviar du monde, mais j'avais marqué créer 6 tonnes de caviar bio avec le moindre impact sur l'environnement. Voilà. C'était ma phrase, accroche. À aujourd'hui, donc 10 ans après, cette année, on a fait 7 tonnes de caviar qu'on a commercialisé, dont une partie bio seulement, et on travaille beaucoup sur notre impact sur l'environnement. Donc j'ai l'impression que finalement, je me suis pas beaucoup éloigné de l'idée de départ. Ce qui a beaucoup changé, c'est la façon de le faire, parce que je pensais juste produire du caviar, et maintenant je le produis, je le vends, et donc c'est beaucoup plus impliquant, beaucoup plus Hmm. compliqué, beaucoup plus euh, comment dirais-je, capitalistiquement impliquant parce qu'il faut des boutiques, etc. Mais le projet de départ n'a pas beaucoup changé. Donc le bio, c'était important pour vous. Mais là, comment on fait du caviar bio? Comment on dissocie les deux? Ça se fait comment?
Déjà, oui, pour avoir du caviar bio, il faut avoir un élevage bio. Donc ça veut dire des alevins nés dans des conditions bio, ce qui n'existe pas en France, donc il faut les inventer. Donc ça a donné lieu à plusieurs années de recherche pour ne pas mettre d'hormones dans la reproduction des surgeons. C'était un des points bloquants. Après, il y a tout l'élevage, bah, c'est la densité, l'alimentation, le stress, etc. Les traitements aussi médicamenteux, etc., qui sont très 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 restreints quand on fait du bio. Et puis après, vous rentrez dans une phase de conversion qui dure 3 ans, à l'issue de laquelle votre élevage est bio. Après, il faut avoir un laboratoire bio parce que ça se transforme dans un laboratoire. Donc là aussi, ça demande des agréments. Et enfin, il faut que la recette soit bio. Et là, c'est là que ça fait la différence entre un caviar conventionnel, qui est quand même la majorité du caviar que l'on vend aujourd'hui, et un caviar bio, c'est que le bio n'a pas de conservateur. Dans le conventionnel, on met un conservateur à 0,5% et qui conserve le caviar, qui permet de lui donner une durée de vie dans des boîtes mères de 1 an et dans des boîtes filles de 6 mois, alors qu'en bio, on n'a pas de conservateur et la durée de vie est limitée à 3 mois. Voilà ce D'accord, qui fait la différence. hyper clair. Donc là, aujourd'hui, 10 ans après, Caviar de Novik, c'est une présence dans plus de 20 pays différents, nombreux restaurants, une boutique au cœur de Paris. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent ou ceux qui souhaitent développer leur marque, leur business, comment vous avez réalisé votre développement? Vous l'avez structuré comment? En fait, il est passé par plusieurs étapes qui sont liées aussi à l'histoire, parce qu'une entreprise, ça doit pouvoir réagir. Là, dans les premiers associés dont je vous ai parlé, qui avaient mis un ticket de 500 000 euros, il y avait le groupe Delpera qui souhaitait que notre pisciculture soit un petit peu le bras armé du groupe pour fabriquer le caviar qu'il vendrait en GNS. Et en réalité, ça s'est passé très différemment. Dès la deuxième ou troisième année, le directeur général de Delpera est parti pour de nouvelles fonctions. C'est Thierry Blandinière, maintenant il est dirigeant de InVivo, qui est une énorme métacope française, la plus grosse, où il fait des merveilles d'ailleurs. Mais ses successeurs ont trouvé que finalement, ce n'était pas une si bonne idée, et ils ont rapidement fait comprendre qu'il allait falloir trouver des moyens de vendre notre caviar tout par nous-mêmes. Et donc, on a commencé à créer une marque. Et c'est là que c'est compliqué. Créer une marque, ça demande. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent c'est 10 ans et 100 millions d'euros. Enfin, tous les chiffres peuvent. Bon, là, nous, on est quand même sur un tout petit marché de niche. Donc, on n'a pas besoin d'autant d'argent ni d'autant de temps. Mais ça demande des investissements. Alors là, du coup, ben, rebelote, relevé de fonds. Et donc là, j'ai refait un dossier. Mais cette fois, j'avais le logo Neuvik en plus. Pour dire aux gens, voilà, maintenant on a créé une marque, on a une pisciculture et on veut la développer. Et regardez, si on la vend à des grossistes, bah, on vend 500 euros le kilo. Si on la vend à des particuliers, on vend 2000 euros le kilo. Donc, pour faire ce chemin-là, avec tous les intermédiaires possibles, évidemment, si vous vendez à des pros, etc. Mais pour faire ce chemin-là, bah, il faut un petit peu d'argent. Et du coup, là, qui veut être mon associé? Et j'ai trouvé d'autres personnes et cette fois des fonds parce que là, quand il y a plus de tangibles, il y a déjà du chiffre d'affaires, on peut s'adresser à des gens plus faciles d'accès, comme des fonds d'investissement. Voilà, donc on a relevé 4,5 millions d'euros à cette période-là, en 2015, qui nous ont servi à financer la boutique de Paris, les postes de commerciaux, les salons, beaucoup de dépenses qui en plus sont plus compliquées à financer que la production. Au début, les premières années, on a acheté des poissons, des bassins, des pompes. Et là, on achetait un directeur export, un directeur commercial, une boutique à Paris, des tas de salons. Mais c'est la seule façon de créer une marque. D'accord. Et là, je pense que je vais poser la question à 10 millions. Comment on lève les freins à l'achat sur un tel produit? Comment on arrive à le faire connaître et à convaincre le client? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un marché hyper spécifique, le caviar, avec de nombreuses idées préconçues. Donc, comment on fait? D'abord, je pense que on peut pas. Enfin, c'est très difficile d'ouvrir un marché. C'est pas à nous de le faire. Enfin, ou alors faut s'appeler Google ou pour pouvoir créer des trucs nouveaux dans des marchés qu'on connaît pas. C'est vraiment quasiment impossible. Mais par chance, on va dire, on est sur une tendance de consommation quand même qui va vers des produits de luxe alimentaire. Euh, Peut-être faut que je revienne un tout petit peu en arrière, mais pour moi, le monde du luxe est en train d'évoluer. Il y a encore quelques années, on disait à 50 ans, il faut avoir une Rolex. Aujourd'hui, vous dites ça à des jeunes de 20 ans, bon, il y en a encore qui sont dans cette image-là.
Mais ils vont dire, mais non, à 50 ans, moi, je veux avoir fait le tour du monde, vécu mes rêves, monté l'Himalaya, enfin, et c'est pas des objets qui les intéressent, c'est pas d'avoir une Ferrari. Moi, quand j'étais jeune, c'était le cas. On me disait, voilà, quand j'aurai une Ferrari ou machin. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Les gens, ils s'intéressent beaucoup moins aux choses matérielles et beaucoup plus aux expériences, aux moments de vie. Et finalement, le luxe, aujourd'hui, c'est plus des objets, c'est des moments de partage, des moments d'amour, des moments où on est avec quelqu'un et qui sont rares dans la vie finalement. Et donc, cette transformation de la société vers les moments de luxe, bah, elle s'accompagne du développement des produits de luxe aussi, des produits de consommation de luxe. Donc les restaurants étoilés, les palaces, etc. Donc tout un tas de secteurs, même le tourisme de luxe, même si aujourd'hui il a un peu souffert, mais ce sont des secteurs qui sont le demain. Hein. Alors moi je l'ai pas fait exprès pour ça, j'ai pas fait une étude de marché en me disant oh là là le monde du luxe évolue. Je voulais élever des poissons, donc j'ai élevé des poissons. Mais il se trouve que ça tombe bien parce que je vends un produit qui est quand même un peu recherché. Alors après, j'aurais choisi d'élever de la truite, par exemple. Finalement, j'aurais aussi une conjoncture favorable, c'est que le saumon se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde, et que comme il n'y en a pas assez, on achète de la truite beaucoup en France, et que finalement, la truite s'en sort très bien. Donc j'aurais aussi peut-être bénéficié d'un autre effet favorable. Mais en tout cas, pour mon marché, j'avais plutôt du bol. Et après, évidemment, à ma toute petite échelle, moi, j'essaye évidemment de convaincre des gens et de montrer, de faire goûter, de faire découvrir. Donc, ça veut dire des produits très accessibles, comme le beurre de caviar, qui est un produit, un mélange de beurre et de caviar, mais qui permet aux gens de dire non, j'ai pas acheté du caviar, j'ai acheté du beurre de caviar. Donc, de casser une première barrière. Et puis aussi en faisant des visites dégustation. Donc, les gens qui viennent visiter la ferme, ils n'ont pas l'impression, quand ils mettent des bottes en caoutchouc, de sortir d'une Rolls-Royce et des nantis. Ils viennent juste visiter une ferme. Mais derrière, on leur fait goûter quand même une cuillère de caviar pour dire vous goûterez. Et puis j'ai de la chance d'avoir beaucoup de gens qui font la même chose que moi. Déjà, tous mes confrères, bah, ils essayent de faire connaître le caviar. Et en France, la grande distribution fait aussi son boulot. Alors, d'aucuns vous diront que c'est pas du bon travail, mais dans tous les cas, c'est des gens qui poussent le produit et qui le font découvrir pour les fêtes de Noël à beaucoup de gens, sans faire de marge en plus, donc en le rendant plus accessible. Et pour moi, je trouve que ça contribue à développer les goûts des gens et l'envie vers le caviar. Bon, après, encore une fois, on parle d'un tout petit marché, on n'est pas en train de révolutionner n'importe quoi. Le foie gras en France, c'est de l'ordre de 20 000 tonnes. Vous avez dit la truite en Aquitaine, c'est 18 000 tonnes. Le marché français du caviar, c'est 60 tonnes. Donc, c'est un tout Effectivement, petit truc. Hein. je vois très très bien. Euh, et pour vous, Laurent, là, en y réfléchissant, quand je parle avec vous, je me pose la question, c'est quoi le challenge à venir pour Caviar de Novik maintenant? C'est continuer son développement international, ancrer encore plus son ancrage national, développer plus le bio? Qu'est-ce que c'est la suite? C'est une bonne question parce que je suis en train de faire le plan de développement commercial, justement. Mais le développement international n'est pas notre priorité puisque le premier marché du caviar, c'est quand même la France. Notre priorité dans le futur, ça va être de continuer de développer nos capacités de production. Comme vous l'avez remarqué, c'est très long d'élever de l'esturgeon. On a déjà, grâce à nos réseaux commerciaux, de quoi saturer et utiliser entièrement notre premier outil qui est la ferme de Neuvik. Donc aujourd'hui, notre premier challenge, c'est de développer la production. Notre deuxième challenge très important, qui va forcément avec le premier, c'est que dans toute notre activité économique, il faut travailler à réduire l'impact sur l'environnement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tout ce qu'on peut faire qui contribue à améliorer notre trace dans la société, c'est très important. Donc là-dessus, on pourrait en parler des heures, on peut faire même un podcast là-dessus. Nous, on est entreprise à mission, on est en cours de référencement final pour Bicorp, on est bio, euh, et ça suffit pas. Il faut qu'on soit aussi, enfin, on est aussi producteur d'électricité, on produit énormément d'électricité, mais il y a encore plein d'autres choses à faire qu'on fait pas. Et donc là, vraiment, c'est très important pour chaque acteur, chaque humain qui vit sur cette planète, d'essayer de faire le maximum pour infléchir la tendance dans laquelle on est parti, qui est très mauvaise. Si on veut avoir des enfants, qui auront des enfants, c'est vraiment pas le moment de rigoler avec ça. Donc ça, je vais vous dire, quand on parle de priorité, c'est la maxi priorité
qui doit sous-entendre tout ce qu'on fait. Donc nous, on ne fait pas un seul projet où il n'y a pas de la production électrique, où il n'y a pas la validation, l'utilisation de tous les déchets, toutes les externalités positives, comme on dit aujourd'hui, les déchets, c'est les ressources de quelqu'un. Donc quand on fait de l'aquaculture, là derrière, on doit pouvoir faire de l'aquaponie ou de l'horticulture, mais utiliser l'eau avec l'azote, c'est le déchet de l'aquaculture, mais c'est la ressource du maraîchage. Donc, chaque projet doit être pensé vraiment, vraiment comme ça. Et enfin, la dernière chose, c'est quand on a 55 ans, c'est aussi de penser que l'entreprise doit survivre à son créateur et surtout qu'on a eu une crise, tout le monde aurait pu y rester. Il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi qui n'ont pas traversé la crise de la Covid. Et donc, c'est aussi d'avoir c'est très important quand on a un certain nombre de salariés de penser à pérenniser, à ce que l'entreprise survive à tout prix. Voilà. Donc, pour moi, les grandes priorités, c'est assurer la survie tout en contribuant à faire le moins de mal possible sur la planète. C'est C'est assez vraiment la vertueux. priorité. C'est assez vertueux. Ouais. Et justement, puisqu'on parlait de la crise, sur le plan humain, parce que ça nous a tous touchés, vous vous considérez comme quel style de manager avec vos équipes? Ils sont combien il y a de personnes aujourd'hui chez Caviar de Novic? Il y a 50 personnes actuellement. Euh, c'est très dur de parler du management quand on parle de soi-même, hein. Ah Mais ouais. ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai toujours laissé la chance à tous les salariés et que je suis très humaniste au sens où pour moi l'humain compte beaucoup. Euh, et parfois ça me l'a reproché parce que s'il n'a pas fait son job, j'essaye de le mettre ailleurs pour qu'il fasse encore son job. Puis à la fin, des fois, ça finit par tourner mal. Mais mais voilà, donc mon management, et j'ai vraiment confiance dans les gens. Ensuite, j'aime pas le conflit, j'aime pas ça. Donc ça c'est mauvais, hein, parce qu'il y a des managers qui adorent, qui fuient pas le conflit. Moi j'aime mieux l'éviter. Donc peut-être je suis un peu peureux ou quoi, je sais pas. Mais du coup j'essaie d'éviter les conflits. Et puis euh, et puis je suis plutôt bienveillant avec les gens, quoi. En règle générale, j'ai confiance. Alors des fois ça joue des tours, mais la plupart du temps c'est très bénéfique. Après sur les ressources humaines, je voudrais dire qu'en fait quand on est dirigeant, euh, les principes les principales grosses déceptions qu'on a, c'est des déceptions humaines, et c'est aussi les principales joies et les principales satisfactions. Dans le métier d'entrepreneur, c'est vraiment pas quand vous faites votre premier million d'euros, ce qui vous marque, c'est les gens, quoi. C'est vraiment ça qui vous baigne au quotidien, quoi. C'est les recrutements, les départs, les évolutions de poste, les gens que vous voyez monter. Et alors moi, quand je vois un salarié qui s'est acheté une nouvelle voiture, qui a déposé un permis de construire, qui a demandé une place à la crèche de Neuvic, où je suis aussi élu, donc je vois passer les salariés qui vivent dans le village. Voilà, c'est là que je suis super fier, quoi. Donc, tout ça pour dire que la relation humaine, c'est le cœur de l'entrepreneuriat, mais que chacun le fait à sa manière. En 10 ans chez Ernst & Young, j'ai rencontré tellement de chefs d'entreprise qui étaient tous successful, enfin, pour la plupart, et ils étaient tous différents. Il y a des gens qui étaient rentrés là parce que c'est leurs parents qui avaient créé la boîte. Il y en a d'autres, la boîte, elle était en redressement, ils l'avaient rachetée. Il y en a certains qui ont fait des pushs, qui ont renversé leur direction. Et tous ces gens sont très différents. Ce qui est important, c'est d'avoir l'envie de porter toute l'équipe, quoi. C'est comme un capitaine d'une équipe de foot, quoi. On peut être le mec qui passe, le mec qui marque les buts ou le mec qui met de la cohésion dans l'équipe, quoi. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais par contre, faut pas le faire. Je pense, il faut pas aller contre nature. Voilà. Ouais, je comprends. Je comprends très très bien. Et maintenant, je suis curieux, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. C'est de votre semaine type ou votre journée type. Est-ce que vous pouvez me donner la vôtre? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais vous donner ma journée d'aujourd'hui. Comme ça, c'est clair. Alors, Clair, net et aujourd'hui, précis. j'ai fait la grasse matinée. Je me suis levé à 8 heures. Généralement, je mets des réunions à 8 heures, donc je me lève plus tôt. Mais aujourd'hui, j'avais mis ma première réunion à 9h30. Vous êtes Donc, un je suis gros arrivé dormeur? non, pas forcément, mais quand j'ai pas de pression,
j'en profite pour dormir. C'est rare que je dépasse 7 heures quand même, mais bon, ce matin, ça a été 8 heures. Donc on a dit qu'on prenait aujourd'hui, donc voilà. C'est pas tout à fait type, mais aujourd'hui, je me suivrai à 8 heures. Après, de 8h40, alors j'habite sur le lieu de travail parce que ma maison est attenante à l'entreprise. Donc j'étais très tôt j'étais vers 8h45 au travail, où j'ai vu mon directeur technique. On a répondu à des mails pour la production de poissons avec l'Italie et la Bulgarie. Ensuite, j'avais une réunion en visio pour la création de notre gamme biologique. On veut créer une marque pour s'adresser au réseau bio. Et on a pensé à Neuvik Bio, mais on avait besoin de voir très clair sur ça. Et donc, on a fait une réunion. Il y avait ma brand manager, chef de produit, directeur artistique, directeur général adjoint, et puis une personne de l'extérieur qui est le directeur général d'une boîte qui est dans le bio, qui s'appelle Nat Impact, qui est un ami et qui servait de grand témoin. Et on lui a présenté une heure de présentation, et ensuite on a réagi et on a bien avancé sur notre gamme bio. Quand la réunion s'est terminée à 11h30, il y avait déjà mes invités qui m'attendaient, qui étaient le Crédit Agricole, et c'était pour faire une transmission. Je passe de la partie entreprise à la partie grandes entreprises, donc je change de chargé de compte. Donc j'ai dû discuter avec eux, je les avais pas vus depuis longtemps, donc on a fait un tour de la ferme une demi-heure. Et puis, comme prévu, il m'avait invité à déjeuner, donc on est parti déjeuner jusqu'à ce que j'arrive à toute vitesse pour le podcast à 14h. Et on est à 15h maintenant. À 15h30, j'ai une réunion pour parler de fusion dans une opération de croissance externe avec un de mes associés. Donc c'est une réunion importante qui va durer 2h30. Et à 18h, je viens de recevoir un SMS qui me confirme qu'on sera 4 ou 5 à aller courir, et on va courir 15 ou 16 kilomètres ce soir. Donc avec des personnes de l'entreprise et un dentiste de Neuvik, d'autres personnes qui nous rejoignent, et on court ensemble le soir. Et bah Voilà ma franchement, journée merci beaucoup pour votre transparence. Là, on peut pas faire plus précis et plus transparent que ce que vous venez de faire. Et c'est toujours pour rester sur une question un peu plus personnelle. Si demain vous croisez le Laurent d'il y a 25 ans, quel conseil vous pourriez lui donner ? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Bah déjà, le premier conseil que je lui dirais, c'est d'arrêter de fumer. Parce que je lui dirais, tu verras, t'arrêteras quand tu auras 40 ans, et tu aurais pu arrêter avant. Ça ne servait à rien de fumer toutes ces années. Ensuite, je lui dirais de faire attention, de bien vivre pour lui, parce que moi j'ai eu une période quand même dans mon premier mariage où j'ai beaucoup vécu pour ma famille. J'ai vécu en fonction de ce qu'on attendait de moi et pas toujours ce que j'avais envie de vivre. Donc de pas oublier, de pas s'oublier dans la vie, parce que souvent bah, c'est facile de vivre pour les autres. On veut faire plaisir à sa femme, à ses enfants, etc. Donc on fait ce qu'il nous demande. Mais si on le fait en s'oubliant soi-même, eh bien, du coup, on passe à côté des moments, et la vie est très très courte. Et enfin, je lui dirais, Laurent, tu as de très belles années à passer dans les 25 prochaines. Profite de chaque jour. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mes salariés comme vœu du 1er janvier 2022, c'est profiter de chaque jour. C'est la première chose à dire à chaque personne, je pense. Et donc je le dirais à mon jeune Laurent, profite de chaque jour, parce que la vie est très courte. J'ai quand même déjà 55 ans, et j'ai l'impression que ça a duré, ça a été trop rapide. Il n'y a pas si longtemps, j'étais comme vous, Aymeric, à la sortie de l'école. Et maintenant, je me retrouve à donner des leçons de vieux schnock, là, Non, ce sur sont une de sages émission paroles, de ce sont de podcast. très très belles paroles. Très très belles paroles. Bah, je sais Et pas, mais en tout cas, vivons ça chaque me jour. parle en tout cas. Ça me parle. Et la question que je me pose, c'est de votre temps libre, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez courir, c'est ça ? Si j'ai bien compris ? Vous êtes un coureur ? Ouais, un petit peu, ouais, j'aime bien courir parce qu'on peut le faire partout, et que finalement, ça aide à remettre les idées en place, ça remet bien les choses en ordre, je trouve, pour moi, pour ma part. Et puis en plus, je me donne des objectifs, donc du coup, ça m'oblige à courir plus, parce que sans objectif, c'est dur de se motiver pour aller courir. Et sinon, j'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses, donc voyager, j'adorerais à l'époque.
Maintenant, on voyage beaucoup moins ou beaucoup plus près de chez nous pour découvrir des Mm. choses près de chez nous. Mais j'aime aller à la pêche, j'aime me promener, mais vraiment la chose qui me vide la tête, c'est la course à pied. Euh, et cette année, j'espère courir au moins, comme tous les ans, 1 millier de kilomètres et faire au moins 1 ou 2 marathons quand même. Ah oui, c'est même plus un loisir, là, c'est vraiment... vous êtes bon, vous êtes accro. C'est un autre niveau. Non, 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 parce que le marathon, c'est vraiment donné à tout le monde. C'est une question, enfin, tous les gens qui ont la santé pour ça, hein, c'est juste une question d'entraînement. Il faut courir suffisamment et se donner des objectifs qui soient atteignables. Mais en fait, c'est ce que j'ai appris à mon premier marathon. J'avais un jeune ami qui m'a dit, mais Laurent, si tu cours 6 km, tu peux courir 10. Si tu cours 10, une fois par semaine, tu peux courir la même chose 2 ou 3 fois par semaine. Si tu cours 3 fois par semaine 10, tu peux faire un marathon dans 6 mois. On en reparle et puis on fait un plan d'entraînement, un peu de diététique. Et en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon premier marathon et maintenant j'en ai fait beaucoup. Mais je trouve que c'est une bonne discipline et en plus de ça, la vie d'un chef d'entreprise, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si on part trop vite, on est vite épuisé. Et dans la vie, moi, j'accorde toujours plus de valeur aux choses qui sont dans le long terme que les choses qui sont très court-termistes. Merci beaucoup, Laurent. Une dernière question avant de vous laisser. Vous qui avez beaucoup voyagé, quel pays vous pourriez me recommander à moi et aux auditeurs? Un pays qui vous a marqué, qui vous a vraiment peut-être changé votre façon de voir les choses ou... Alors d'abord, la première chose, c'est que c'est comme si vous me demandiez, tu préfères ton père ou ta mère, ou le vin de Bordeaux ou le vin de Bergerac. Chaque pays a son propre. Donc, mais je ne veux pas éluder la question. Si je dois donner un seul conseil de voyage dans le monde, c'est dur quand même. C'est dur. Parce qu'il y a des pays qui sont beaux pour la beauté. Le Zimbabwe, par exemple, c'est incroyable. Et il y a des pays qui sont beaux par les gens, comme Cuba. Donc je dirais Cuba, vraiment, parce que c'est encore temps d'y voir des belles choses. C'est pas encore complètement déformé, complètement pourri. Il y a encore une harmonie spéciale, hein, puisqu'elle a été maintenue par le communisme à corps et à cri et contre la vie de pas mal de gens. Mais il y a toujours cette vie très spéciale, cette utopie. On peut encore la toucher du doigt. Et les gens qui n'ont pas vécu la guerre froide, etc., en plus, je leur conseillerais d'aller à Cuba parce que les gens sont adorables, le pays est très beau et on peut réfléchir à ce que pourrait être un monde différent, une utopie. Ça a existé là-bas. Même si une utopie, c'est pas forcément pour réaliser, c'était pour ça qu'ils sont plantés. Mais on peut le toucher du doigt, ça fait vraiment, vraiment, je vous invite à le découvrir. Franchement, ça donne envie d'y aller, de revoyager très vite. Une Mais dernière Emric, vous question pour avez les jamais été à auditeurs, s'ils Cuba? veulent vous écrire. Non, pas encore, malheureusement pas encore. Non, mais c'est J'espère y très aller un bien, vous jour. avez de la chance. Vous allez pouvoir découvrir ça, mais vraiment, vraiment faites-le. Vous allez voir, vous allez adorer. Pour Avec me grand contacter, plaisir. il me contacte comme vous, sur LinkedIn, vous avez demandé à être en relation et vous m'avez envoyé un message. Donc ça marche. Mm. Sinon, mon adresse est à direction@caviardenavide.com. Donc Je le mettrai dans la description de l'épisode. En tout cas, un grand merci à vous, Laurent. Merci pour votre temps, merci pour vos très précieux conseils et à très vite. merci Emric d'avoir posé des bonnes questions et aussi pertinemment. Profitez de la vie. À bientôt Emric. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.